Je reçois aujourd'hui dans cette deuxième partie Céline Mertens. Elle est en charge du développement durable et des déchets à l'agglomération du Saint-Quentinois. L'agglo du Saint-Quentinois a lancé son projet alimentaire territorial qui a été initié en octobre 2021 et cela en partenariat avec un ensemble d'acteurs locaux de l'alimentation. Nous allons parler ensemble de ce projet dont on va signer aujourd'hui même la charte d'engagement territorial au Casino de Saint-Quentin. Bonjour Céline. Bonjour Bertrand. C'est quoi cette charte d'engagement territorial ? Eh bien, cette charte d'engagement, comme son nom l'indique, en fait, on a des partenaires locaux qui œuvrent au quotidien sur tous les publics et qui œuvrent donc pour notre projet alimentaire territorial, tous ensemble pour une alimentation saine et durable. Et on voulait ce soir, dans un moment convivial, qu'ils puissent venir signer cette charte d'engagement à nos côtés. Alors, ce n'est pas simplement un geste d'une signature, c'est un véritable engagement et on va en parler un peu aujourd'hui ensemble. L'alimentation durable, ça veut dire quoi, Céline ? Alors, alimentation durable. Durable, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, au niveau de l'alimentation, il y a des vrais enjeux économiques et environnementaux. Ça touche tout le monde. Et il y a maintenant une vraie façon de voir l'alimentation et le changement d'alimentation. Durable, ça veut dire que cette alimentation doit avoir désormais un impact réel sur l'environnement, de faire vraiment attention au type de production agricole, de recentrer aussi notre alimentation de manière locale avec la production de produits locaux et également un impact sur la santé. Tout est lié ensemble. Tout est lié ensemble. Le système d'alimentation mondial aujourd'hui est dominé par l'industrie agroalimentaire. Est-ce qu'on peut sortir de ce système raisonnablement ? Alors, il y a effectivement, l'industrie agroalimentaire, c'est la transformation des aliments, revenir aussi à plus de simplicité dans nos assiettes, à savoir les produits aussi, quel type de produits d'aliments on va manger et on va faire manger aussi à nos enfants. C'est important. Donc oui, je pense qu'on peut sortir de ce système, mais on aura toujours besoin de l'industrie agroalimentaire également, mais on a la possibilité de faire autrement avec eux. Des fraises qu'on fait 10 000 km en avion, en hiver ? Ça n'a pas de sens ? Ça n'a pas de sens. Le pot de yaourt qui fait 3 fois le tour de la Terre pour arriver dans notre frigo, désormais, effectivement, ça n'a plus de sens parce que derrière un produit, vous avez, derrière une fraise, derrière un yaourt, vous avez des hommes et des femmes. Il y a du transport également. Il y a des coûts qui sont induits par l'emballage, par le produit en lui-même. Et ça, vraiment, c'est à réétudier. À revoir cette notion d'alimentation et de production aussi. Selon une étude de la WWF, 30% des superficies agricoles du monde servent chaque année à produire de la nourriture qui sera perdue ou gaspillée. C'est quand même énorme, ça, 30% de la production mondiale. C'est énorme. Si effectivement, je confirme, si on remet au niveau local, on a fait l'autopsie, nous, d'une poubelle d'un habitant de l'agglomération du Saint-Quentinois. Alors je dis autopsie parce qu'on a regardé vraiment ce qu'il y avait à l'intérieur. Et un tiers de cette poubelle est en fait du gaspillage alimentaire. Donc c'est des produits qui sont non consommés, parfois encore emballés. Et pourquoi on les jette alors ? Parce qu'il y a peut-être on va dire, dans l'acte d'achat, quand vous allez faire vos courses, il y a peut-être aussi une manière de faire, on est pressé, voilà, on va prendre par habitude aussi, et on va se retrouver parfois avec trop de produits dans nos frigos, pas le temps de les cuisiner, et du coup on se retrouve à devoir jeter des aliments qui ne sont pas encore consommés. C'est les fameuses super promos. 3 achetés, on vous en donne 5, mais finalement les 2 supplémentaires, on n'en avait pas besoin. Et puis quelque part, ils vont terminer à la poubelle ? Ils vont terminer à la poubelle. Ça va être, effectivement, on ne fait pas attention. Le rythme de la vie fait que. Ou alors, les changements d'habitude de nos enfants aussi. Et ça, il faut être vraiment extrêmement vigilant. Et ça touche vraiment tout le monde. Il y a des gestes simples.
Il y a un atelier que j'ai en tête, c'est ranger son frigidaire. C'est assez incroyable. Tout à fait. En fait, ranger son frigidaire, ça permet de lutter contre le gaspillage. En 2 mots, comment ? Eh bien, dans notre frigo, alors je vous invite à regarder votre frigo de plus près, puisque vous avez des indications, parfois il y a des petits pictogrammes qui sont indiqués. Alors ces pictogrammes-là vous indiquent en fait à quel niveau il faut ranger votre aliment. Donc voilà, ça va être les yaourts dans la zone plus froide, les fruits et légumes, bien généralement c'est dans le bac à légumes. Donc on a mis en place un petit magnète avec différentes informations pour justement informer le particulier et ça permet de conserver plus longtemps les aliments. Et puis je suppose aussi qu'il faut aussi utiliser un peu les systèmes de la grande distribution, ça veut dire regarder les dates, les DLC, et ranger son frigidaire dans le rayon viande en fonction de ces DLC, ceux dont les dates sont les plus courtes, on les met devant, comme ça on va se dire, on va commencer par prendre cela pour ne pas les jeter. Ah oui, il y a des astuces à connaître. Donc effectivement, voilà, comme tu l'as dit, l'histoire des yaourts à bien regarder. Être vigilant effectivement sur les dates de consommation qui sont indiquées sur vos produits frais. Après, il y a aussi une vigilance à avoir sur les produits dits secs, où tu as une date limite de consommation, mais c'est encore consommable après le dépassement. Donc ça, on fait aussi de la pédagogie à travers nos ateliers pour éviter que tout bonnement, quelque chose qui soit encore consommable parte à la poubelle. Et d'ailleurs, justement, vous avez mené une opération, on en parlera encore un petit peu tout à l'heure, c'est les frigos anti-gaspi qui sont là pour que ces produits que vous avez trouvés en disséquant la poubelle ne se retrouvent pas dans la poubelle, s'ils sont encore consommables, et qu'on puisse éventuellement même les avoir dans les frigos anti-gaspi. Oui. Alors ces frigos anti-gaspi sont au nombre de 5. On les a déployés dans notamment les centres sociaux de la ville de Saint-Quentin. Le 5e a été inauguré hier à l'épicerie sociale de Gauchy. Alors un frigo anti-gaspi, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? Alors, justement, un frigo anti-gaspi, c'est un frigo anti-gaspi et solidaire. En fait, ça a double objectif. Vous allez avoir le frigo qui est mis à l'extérieur en accès libre et gratuit. Ça peut être, on a par exemple des jardiniers, des jardins ouvriers qui ont une surproduction de courgettes ou de salades ou de pommes de terre. Ils peuvent venir, on a mis aussi en dessous une étagère, ils peuvent venir déposer leurs légumes, donc leur surplus de légumes, plutôt que ça parte à la poubelle, comme tu le disais. Vous partez en vacances. Vous avez encore dans votre frigo des yaourts, de la crème fraîche, qui peut encore non utiliser, donc qui peut encore servir. Plutôt que de les jeter à la poubelle, même si vous n'avez pas forcément de voisins à proximité, vous pouvez venir les déposer dans le frigo. On a respecté les consignes sanitaires. La seule chose qu'on va refuser dans les frigos, ce sont les plats cuisinés, les poissons, tout ce qui a un risque quand même au niveau sanitaire. Sinon, tout le reste, tout ce qui n'est pas ouvert, qui n'est pas encore consommé, vous pouvez venir le déposer et reprendre aussi gratuitement. C'est un système d'échange au niveau des frigos. Et si on ouvre le 5e frigo anti-gaspi, c'est que ça marche. Oui, alors je ne devrais pas être satisfaite de cela, puisque ça veut aussi dire qu'il y a des besoins, on doit agir contre l'anti-gaspi, mais il y a vraiment des besoins sur le territoire et effectivement, on peut encore déployer ce genre de frigo. Là, c'est le 5e en commune. On peut très bien imaginer s'il y a des communes volontaires sur l'agglomération ou des structures qui seraient prêtes à s'engager à nos côtés, on est en mesure de pouvoir répondre. Ouais, c'est une très belle initiative. Il faut encourager les consommateurs à se tourner vers une alimentation plus durable pour notre santé, mais aussi pour la planète. Et ça passe par une alimentation moins carnée. Devenons pas tous végétariens, c'est pas là notre échange, mais remettre le végétal dans nos assiettes, et c'est ça aussi une alimentation un peu plus réfléchie. Oui, alors effectivement, on est plutôt partisan d'un mixte au niveau de l'assiette, de pouvoir manger du tout. Pourquoi on parle de moins de viande dans nos assiettes ? C'est parce qu'il y a de la production est
consommatrice d'énergie, consommatrice d'eau, de transport également. Et c'est vrai que le mieux serait de manger moins de viande ou moins de poisson, mais étalé dans la semaine. C'est vrai qu'on a eu cette habitude de manger forcément de la viande, j'allais dire le matin, mais à tous les repas, pas forcément le matin, mais à tous les repas. Et c'est vrai que cette production de viande a un impact non négligeable sur les émissions de gaz à effet de serre et le climat. Mais on peut aussi lutter contre le gaspillage. Par exemple, on peut se tourner vers des produits locaux, des produits de saison, des produits qui sont certifiés et qui souvent sont plus abordables financièrement et qui ont une empreinte écologique plus faible. C'est vrai? C'est pas vrai? Alors, ça ne va pas forcément être vrai sur tous les produits. Effectivement, ça peut être... donc, je conseille aux consommateurs de bien vérifier effectivement les prix, et notamment les prix au kilo aussi, qui sont un bon indicateur pour l'acte d'achat. Après, le fait de manger local, le fait de manger, même si c'est un petit peu plus cher, et encore une fois, à vérifier, vous savez d'où ça vient. C'est-à-dire que vous avez en face de vous le producteur de votre salade, de votre poire, de votre pomme. Et on a la chance sur l'agglomération du Saint-Quentinois d'avoir des producteurs de céréales, de pommes, de poires, enfin de fruits, de légumes. Et on a une mini-France en fait sur le territoire de l'agglomération. Et ça, c'est pas forcément assez connu du public. Donc c'est vrai qu'on a pris le parti de mettre en place un annuaire des producteurs locaux, des points de vente locaux, qui sera dans tous les foyers en 2023. Ah, ça c'est une très belle initiative. Une étude récente montre qu'à coût égal d'un panier standard pour une famille de 4 personnes, on voit que le bilan carbone est divisé de plus d'un tiers. Et en même temps, la valeur nutritionnelle, tu sais, ce fameux Nutri-Score, qui maintenant est bien rentré dans l'esprit de tout le monde, passe de C à A lorsque l'on passe d'une alimentation standard à une alimentation dite un peu flexitarien. On a tous intérêt à changer nos habitudes, non ? Ah bah effectivement, quand vous voyez ce fameux indicateur, le Nutri-Score, qui permet aussi d'avoir des indicateurs sur la qualité de l'aliment, sur la provenance aussi de l'aliment, l'impact carbone. Donc effectivement, quand vous comparez les produits, encore une fois, c'est le consommateur qui peut agir sur ses achats. Donc là, effectivement, il y a un vrai enjeu à changer nos habitudes. Après, c'est facile à dire. Je conçois que faut pas être moraliste non plus, ça peut prendre du temps, mais de se poser un instant pour regarder et pour mettre dans nos assiettes des aliments de qualité, de saison et locaux, ça vaut quand même le coup, effectivement, en termes climatiques, tu l'as dit, et en termes économiques. Flexitarien, ce n'est pas devenir végétarien, ce n'est pas de bannir la viande et les produits associés, c'est juste réduire et réfléchir davantage. Oui. Flexitarien, alors voilà, il y a des termes qui sont apparus comme ça, mais ils sont apparus par rapport à nos usages, par rapport à nos habitudes de consommation. Oui, alors flexitarien, c'est manger de tout en quantité réfléchie, raisonnée, on est là dans la raison, et puis de bien faire attention à la provenance des produits. Réduire les boissons sucrées, manger moins de poissons et moins de viande, manger plus de légumineuses, moins de produits transformés, et Dieu sait que dans le monde dans lequel on vit, on en parlera parce que je pense que le monde dans lequel on vit est aussi un des phénomènes déclencheurs. Plus de céréales complètes, c'est ça la bonne solution pour une alimentation saine. C'est manger de tout. Voilà, c'est vraiment. On a besoin. On le rappelle, on est omnivore. On mange de tout. Et notamment, alors je suis pas diététicienne ou nutritionniste, mais effectivement, on a besoin d'apports diversifiés. Et on a aussi cette chance d'avoir sur le territoire des produits diversifiés. J'aurai l'occasion de vous en parler tout à l'heure, des produits dont vous ne soupçonnez même pas l'existence sur le territoire. Et qui sont produits localement et qui ont un impact sur notre santé. Il ne faut pas l'oublier, effectivement, alimentation
durable, mais saine. Donc revenir à la simplicité, réapprendre aussi à cuisiner des produits simples, c'est pas non plus, c'est prendre le temps aussi d'eux, mais on va retrouver les bénéfices sur notre santé en très peu de temps. À court terme, vraiment des indicateurs de santé, un meilleur sommeil aussi, directement. Ouais, tout ça, ça agit. Alors justement, hier, on était sur le marché et on est allé à la rencontre d'une diététicienne de l'interprofessionnel des fruits et des légumes. Et elle était là pour rencontrer le public, pour échanger avec eux sur les bienfaits des fruits et des légumes. Regardez. Depuis une dizaine d'années, le slogan « Manger 5 fruits et légumes par jour » a fait son chemin. Pour notre santé, c'est parfait. En plus, cette semaine, c'est la semaine du goût. Nous allons faire une soupe avec les résidents. Donc, ils ont choisi les légumes qu'ils voulaient. Pour eux aussi, c'est très important de manger des fruits et des légumes. Je les mange comme ça, nature. C'est bon pour la santé, c'est ça, c'est pour vivre. C'est clair. S'il n'y a pas les fruits et les légumes, qu'est-ce qu'on va manger? Pour moi, c'est important, oui. Oui, pour la santé, c'est très important. Mais du coup, pour faire passer les légumes à ceux qui n'aiment pas, c'est plus facile. C'est dans le cadre de la Semaine du goût que l'Aglo du Saint-Quentinois, en partenariat avec Interfel, proposait quelques recettes pour manger des produits frais de façon différente. Et le lieu de l'opération n'a pas été choisi au hasard, car le marché reste le meilleur endroit pour acheter des fruits ou des légumes frais. En plus, les recettes sont proposées par une professionnelle de la nutrition. Les fruits et légumes, c'est jamais trop parce qu'il en faut pour la santé, pour les apports en vitamines, les fibres. Et notamment, on arrive là sur la période d'automne-hiver où on va commencer à être un petit peu plus fatigué, moins de luminosité, on va avoir un petit peu plus de virus, de microbes qui vont se balader. Donc ça va être important pour l'immunité et essayer de rester en forme. Rester en bonne santé, c'est l'objectif de l'opération. Une enquête du Crédoc révèle que 73% des Français ne respecteraient pas la recommandation manger 5 fruits et légumes par jour. Un constat confirmé par Émilie. Concrètement, en pratique, ce que je peux voir en cabinet avec les patients, si déjà les gens arrivent à en consommer 1 par jour en fruits et légumes, c'est déjà très bien. Donc les 5, on est quand même déjà largement loin de les atteindre. Tout va se faire petit pas par petit pas. C'est comme ça qu'on va arriver aux objectifs. Et du coup aussi, voilà, au-delà du fait de savoir qu'ils font consommer des fruits et légumes, là, nous, notre but, c'est de le faire découvrir par le biais de recettes, en fait, vraiment en pratique, et de le faire déguster et découvrir aux personnes, parce que parfois, elles veulent le faire, mais elles ne savent pas par quel bout le prendre, par quoi commencer, comment faire. Il faut leur apprendre tout ça. Et du coup, voilà, c'est notre métier, notre passion aujourd'hui. Aujourd'hui, un Français sur 2 serait prêt à évoluer personnellement vers un régime alimentaire plus végétal, une preuve que petit à petit, le travail porte ses fruits. Merci à Stéphane pour la réalisation de ce sujet. La réaction du public, là, te fait réagir? Oui, il y a une prise de conscience. On sent qu'il y a une prise de conscience par rapport à l'alimentation. Là, on est sur les fruits et légumes. Effectivement, oui, il y a quand même des choses qui se passent. Après, il faut passer à l'acte. Et c'est avec des personnes comme Émilie où on a de la pédagogie. Et c'est ce qu'on a aussi remarqué là, dans tout le travail qu'on a pu faire sur cette année dans le cadre du projet alimentaire territorial. Il y a un vrai besoin d'expliquer, de sensibiliser, d'accompagner les citoyens à manger plus de légumes, comment je fais, quels sont les bienfaits et l'éducation alimentaire. Mais alors, l'éducation alimentaire, ce n'est pas la communication, c'est vraiment l'accompagnement. Et c'est vrai que dans le cadre de la semaine de l'alimentation durable, qui est en même temps que la semaine du goût, il y a dans les écoles, il y a un vrai travail aussi pédagogique qui est réalisé. Et nous, on voudrait le poursuivre dans le cadre du projet alimentaire. Alors, on a dérapé quelque part dans cette affaire, parce que ne rien jeter, donner une deuxième vie à ce qui arrive en fin de vie dans nos frigidaires, ça faisait partie de l'habitude de nos grands-parents. Oui. Où est-ce que ça a dérapé? En 2 générations, on jette, on recycle pas, on donne pas une deuxième vie, on fait plus de soupe.
Tout à fait. C'est la pédagogie, c'est reprendre du coup ce que faisaient nos grands-parents. Moi, je me souviens, les confitures, des fruits abîmés, etc. Rien n'était jeté chez ma grand-mère. Les bocaux aussi, la réalisation de bocaux, stérilisés, et faire soi-même son jardin, ses produits, cultivés. Et c'est vrai qu'on a perdu, alors, par rapport à l'abondance de consommation, les supermarchés dans les années 60-70, la facilité à avoir tous ces produits aussi avec maintenant les livraisons. Voilà, donc il y a cette facilité, il y a cette accessibilité aussi. Et puis il n'y avait pas non plus le côté, malheureusement, on a perdu aussi le côté bienfait, le côté santé, se recentrer sur soi aussi, sur nos besoins alimentaires. Et c'est vrai que ça, quand on regarde en clair la situation d'aujourd'hui, c'est réexpliquer ce que faisaient effectivement nos grands-parents, rééduquer. Voilà. Donc il y a beaucoup de pédagogie. Et c'est pour ça qu'il y a par exemple ce genre d'action que vous menez, vous, tout au long de l'année dans les écoles, mais tout au long de l'année aussi à travers des ateliers pour sensibiliser. Moi, j'invite vraiment les gens à venir sur le site de l'agglomération du Saint-Quentinois. Il y a beaucoup d'ateliers sur lesquels on peut participer. Est-ce que passer à une alimentation durable permet de faire des économies? Finalement, oui, à plus ou moins long terme. Alors, oui, il y a quand même l'alimentation. Alors, déjà, se questionner sur nos besoins, changer ses comportements, ses actes d'achat, ne jamais aller faire vos courses le ventre vide. Ah oui. Parce qu'alors là, c'est effectivement voué à avoir de la nourriture qui va finir dans votre poubelle, malheureusement. Donc, je pense qu'on peut faire des économies si on se pose sur quel type de produit, changer un peu sa façon de cuisiner et de se poser les bonnes questions. C'est du bon sens. C'est du bon sens. On fait une liste de courses. On fait une liste de courses. On prévoit les repas pour la semaine. Tout à fait. On les écrit, on prend ce temps-là et on ne se laisse pas tenter. Et on ne se laisse pas tenter, et c'est un peu d'organisation quand même, surtout voilà, pour les gens qui travaillent, etc. Mais il y a des vraies astuces pour réduire effectivement ce qu'on met, l'anti-gaspi, on va dire, et puis de retrouver la simplicité dans son assiette. Allez, faisons des économies, pensons aussi à notre santé, parce que ce qu'on mange aujourd'hui, ça génère les maladies de demain, et ça forcément, ça a un coût. Tout à fait. En fait, on peut, l'aliment, voilà, c'est ce qui va nous nourrir. C'est comme l'eau. On en a besoin au quotidien. Et effectivement, tu parlais tout à l'heure des produits transformés. Les produits transformés. Regardez dans un produit transformé le contenu. Je vous invite quand même, plus il y a d'ingrédients avec des noms E124, etc. Même on ne les comprend pas. On se dit que c'est utile, mais en fait, non. Mais en fait, ces produits-là, quand vous ne les connaissez pas, c'est un bon indicateur justement pour se poser les bonnes questions. Et revenir à des produits qui sont relativement simples, avec moins d'ingrédients, des choses que vous, en lisant l'étiquette, vous comprenez, c'est déjà un bon indicateur, on va dire, de la qualité de l'aliment. Donc ça, c'est pareil, c'est de la pédagogie aussi. Mais tous ces produits transformés et voilà, les épaississants, les colorants, etc., ont un impact, mais un impact négatif sur votre santé. Et les maladies que ça peut déclencher plus tard, parce que c'est du long terme, auront effectivement un coût global. Économique pour le pays. Économique pour le pays. Et ça revient sur nous, quoi qu'on en fasse. Bien sûr. Tiens, demain, vendredi 14, on pourra aller découvrir un atelier autour du pois chiche. Pois chiche, c'est pas local. Pois chiche et lentilles, c'est local. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le pois chiche et la lentille sont des produits locaux. Donc, je vous invite à regarder un peu autour de l'agglomération, dans les champs. Il y a peut-être des cultures, des plantes où vous dites, bah, tiens, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Et en fait, ça peut être de la lentille et des pois chiches. Et ces produits-là ont aussi l'avantage, au niveau de la santé, puisque c'est des produits, des légumineuses qui sont un bon apport de protéines végétales, donc qui peuvent remplacer aussi certaines viandes. Mais en plus, ce sont des productions qui sont moins gourmandes
contrairement à ce qu'on pourrait croire, en eau, en produits phytosanitaires. Donc en fait, c'est aussi des cultures qui ont un impact positif sur le climat et pour la planète. Donc ça a un double enjeu. Et effectivement, je vous invite à venir déguster avec donc le producteur Béranger Brassé qui va nous expliquer comment ça se cuisine, les lentilles et les pois chiches. Et c'est super bon. Vous êtes-vous moteur au niveau de l'agglo? En tout cas, il faut bien un pilote. Et vous êtes là au cœur de cette opération, de cette dynamique que vous mettez en place. Est-ce que les autres acteurs vous suivent? On va signer la charte aujourd'hui, mais ça se traduit comment? Eh bien, pour vous donner un exemple, effectivement, nous, on va être chef d'orchestre, on va faciliter les rencontres, on va faciliter aussi les projets, on va être amplificateur de projets. Quand on fait ce genre d'événement ce soir, les acteurs vont se rencontrer entre eux, vont parler, vont échanger, et du coup il y a de l'offre, de la demande, il y a des projets qui vont naître, en tout cas je l'espère. Nous on a ce rôle de catalyseur et d'animateur. Ce n'est pas l'agglo qui fera tout sur le territoire en termes d'alimentation. On a recensé entre 150 et 200 acteurs locaux qui sont susceptibles de changer, d'agir et de bouger les lignes. Et c'est aussi tout l'enjeu ce soir par rapport à la charte d'engagement. On a, pour vous donner un exemple, là dans le cadre de la semaine de l'alimentation durable, des acteurs, un projet de la solidarité qui s'est tenu en début de semaine avec le lycée Collard-Noël, donc les élèves de BTS. On a les Restos du Cœur, la Banque alimentaire, Saint-Quentin solidaire et l'association écologique qui se sont parlé, qui ont créé ce projet-là, où en fait l'idée c'était de faire déguster des produits de saison, des produits locaux, aux bénéficiaires de l'aide alimentaire. Et c'est la synergie de tous ces acteurs-là qui font cette réussite et cette éducation. Et on accompagne du coup l'usager, le citoyen, dans son changement de comportement et la prise de conscience. On a aussi un autre acteur, Métro nous a ouvert ses portes, les coulisses, pour nous montrer aussi qu'eux aussi peuvent agir en mettant dans leur rayon des produits de producteurs locaux. Ah, c'est bien. Ils ont aussi, il y a une manière de trier leurs déchets. C'est au niveau impact, l'éco-responsabilité. Et ils ont voulu aussi nous montrer qu'eux avaient un rôle à jouer. En fait, chacun a un rôle à jouer. On est de plus en plus nombreux sur Terre. Il va falloir nourrir tout le monde. Et l'alimentation durable passera par ça. Merci beaucoup Céline d'être venue pour nous sensibiliser autour de cette thématique et merci vraiment à l'agglo de nous accompagner tous les jours à travers l'ensemble de ces actions. D'ailleurs, est-ce que ça a un impact sur le poids de nos poubelles ? Puisque tu es en charge aussi des déchets. Eh oui. Ouais, c'est un impact. Alors oui, je l'espère, j'espère bien. Alors on va pouvoir le mesurer très, très prochainement. Je parlais tout à l'heure d'autopsie de la poubelle. Donc là, on va refaire cette initiative-là et ça nous permettra d'avoir un bon indicateur pour savoir si c'est réellement efficace et puis peut-être bouger le curseur sur les actions. Donc, c'est un bon indicateur aussi. Eh ben, Céline, merci beaucoup d'être venue à nos côtés pour nous sensibiliser. Moi, je vous rappelle que l'alimentation durable, c'est vraiment l'affaire de tous. C'est vous qui décidez, c'est vous qui avez les cartes en main, parce que c'est vous qui faites les courses. Merci à tous. Merci Céline.